Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Sika Infomag. L'actualité nous conduit aujourd'hui au Togo où le processus électoral en cours en vue du prochain scrutin présidentiel pourrait connaître une modification initialement prévue pour le 15 avril de cette année. L'élection présidentielle au Togo pourrait être repoussée de 10 jours. C'est du moins la proposition faite par la CEDEAO pour une élection apaisée et transparente. Ce report permettrait, dit-on, d'éplucher le fichier électoral qui est contesté par l'opposition. Sika Infomag, c'est également l'actualité économique en Afrique et dans le monde, et ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Merci donc de nous rejoindre pour 3 quarts d'heure de balade au cœur de l'actualité. Tout de suite, voici le flash d'information. La campagne électorale s'est achevée jeudi soir au Nigeria à moins de 48 heures d'une présidentielle annoncée comme serrée entre le président sortant Goodluck Jonathan et son principal rival Muhammadu Buhari, donné au coude à coude par des observateurs. Les armées du Tchad et du Niger poursuivent leurs offensives contre Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Elles ont repris la ville de Gachagar, un succès rendu possible par des bombardements aériens et terrestres menés ces derniers jours par les armées tchadiennes et nigériennes. Le dialogue entre représentants des parlements rivaux libyens organisé au Maroc va marquer une nouvelle pause, chaque partie devant effectuer des consultations sur les dernières propositions de l'ONU. Des participants des deux parties ont toutefois fait état d'avancées dans les discussions. La CEDEAO a proposé mardi un report de 10 jours de l'élection présidentielle prévue le 15 avril au Togo afin de permettre une révision du fichier électoral à la suite de plaintes formulées par l'opposition et la société civile. Selon eux, le fichier électoral comporte de graves anomalies et doit faire l'objet de vérifications avant le vote. Le président ghanéen John Dramani Mahama, président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, était donc mardi à Lomé pour y rencontrer le président Faure Gnassingbé, candidat à sa propre succession, les autres acteurs politiques et les responsables de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Pour certains, cette démarche de la CEDEAO permettra une décrispation de la tension qui pèse sur le climat sociopolitique togolais avant le scrutin. Mais pour d'autres, elle ne changera rien à la situation que dénoncent l'opposition et la société civile. Mais que pensent nos chroniqueurs et analystes de la situation? Vous le saurez en nous rejoignant tout de suite dans le débat. Nos deux débatteurs qu'on ne présente plus, Benjamin Honoré Naoum, rédacteur en chef de Radio Soleil FM basé à Cotonou au Bénin, et Joël Yetondi, journaliste à Sika TV. Avec vous, nous allons analyser la situation. Merci d'être une fois encore sur ce plateau. Merci à vous aussi. Alors, Joël Yetondi, 10 jours de report pour se pencher sur le fichier électoral au Togo. Comment appréciez-vous cette proposition de la CEDEAO ? Je dis tout de go que c'est une démarche de sagesse en termes d'appréciation. Pourquoi, voyez-vous, à un moment donné, il faut se rendre compte qu'il y avait pratiquement une poudrière électorale qui couvre, et ça pourrait péter à tout moment. Une classe politique dite de l'opposition qui a de tout temps clamé à corps et à cri des réformes constitutionnelles qu'on n'a pas pu obtenir, qui a commencé par brandir la question de fraude au niveau du fichier électoral. C'était palpable, il y a trop de voix qui se sont élevées, les gens, preuve à l'appui, ont remarqué qu'il y a beaucoup de doublons. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Et qui vous souviennent que le Togo a vécu des moments très difficiles, parlant toujours de transition dans ce pays qui n'était que transition de nom, et que l'opposition arrive à toucher du ce qui est palpable, irréfutable, et qu'on ne se lève pas là-dessus pour essayer de régler un tant soit peu. Je dis un tant soit peu, parce qu'au fond, le verre est dans le fruit. Je pense que le président en exercice de la CEDEAO a trouvé juste, parce que dans la démarche, tout au moins, il a pu discuter avec toute la classe politique, la CENI, le pouvoir, et ensemble, il a été retenu un consensus, même si certains ont voulu plus en termes de durée. Finalement, c'est 10 jours qui ont été retenus. Mais est-ce que ça permettra de régler le problème? Ça, c'est une autre interrogation. Mais dans la démarche, ça a permis tout au moins de calmer un peu les ardeurs.
En 10 jours, qu'est-ce qui sera fait finalement? Je pense que c'est le débat qui sera ensuite fait. On pourra apprécier chemin faisant. Mais quant à la démarche, je pense qu'elle relève simplement de la sagesse. Honoré, 10 jours pour éplucher le fichier électoral au Togo, c'est la proposition de la CEDEAO. Votre appréciation? Je dirais d'abord que c'est la proposition de John Dramani. Parce que quand vous dites que c'est la proposition de la CEDEAO, moi je suis tout simplement embêté. Même si on a relayé l'information de cette manière, je suis embêté parce que ce n'était pas à la fin d'une réunion des membres des pays membres de la CEDEAO. C'est le président ghanéen qui a rendu une visite dans ce pays et qui, après avoir discuté avec ses acteurs, a décidé de proposer donc 10 jours pour permettre donc de baliser le terrain pour que la paix gagne la maison. Donc je suis embêté. Je suis embêté que ce soit une proposition d'un président qui est en visite. Oui, mais c'est quand même le président en exercice de la CEDEAO. Je ne refuse pas, mais cela ne veut pas dire qu'il est au-dessus de tout le monde. Quand vous dites une décision, une proposition de la CEDEAO, c'est après les assises. Je sais qu'il préside la CEDEAO. Je ferme cette parenthèse pour vous dire que c'est une honte pour le Togo. Une honte pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'il y a des réalités au Togo par rapport à cette liste électorale contestée depuis par la classe politique. Comment se fait-il que le Togo, ou je dirais mieux, les Togolais, n'ont pas pu trouver une solution et il faut d'abord attendre la visite du président ghanéen pour qu'on vous parle de report. Quand vous remarquez qu'il y a mauvaise gouvernance de cette liste électorale, réellement, les Togolais devaient se réunir. Ou bien la CENI devrait proposer tout simplement à la classe politique ce report. Mais attendre d'abord la visite d'un président ghanéen pour prendre une décision pareille, c'est pour ça que moi je dis c'est une honte pour le Togo. Parce que le Togo ne peut pas rester au biberon tout le temps. Nous parlons de démocratie. Et la démocratie se construit. Si on a déjà connu des moments difficiles au Togo, je crois dans les années 93, 94, où les Togolais ont envahi par exemple le Bénin, depuis tout ce temps, si la maturité n'a pas gagné les Togolais, ça me pose un problème en tant qu'observateur. Mais vous trouvez que la honte vient de quel côté? Du gouvernement qui n'avait pas voulu nettoyer ce fichier, ou bien de l'opposition qui n'a pas pu obtenir le nettoyage de ce fichier électoral? J'implique toute la classe politique du Togo. Je dis toute la classe politique. Parce que sur des détails, il faut quand même s'entendre. Quand vous rentrez dans certains pays où on vous parle de consensus, mais un consensus qui n'est jamais trouvé, comment peut-on imaginer on veut construire un État? Je crois que sur des choses basiques, il faut s'entendre nécessairement. Et je crois que c'est ça qui pose problème au Togo et dans beaucoup d'autres pays, où on n'arrive pas à trouver le juste milieu. On sait que sur cette liste électorale, il y a des noms fictifs. On va même aller plus loin pour vous parler, par exemple, des classes d'âge. On sait qu'à partir de 65 ans, je crois la Banque mondiale fixe le taux à 2, et quelques %. Mais quand vous prenez la liste électorale, vous êtes au-delà de 4%. Cela montre combien de fois il y a quand même mauvaise donne, clairement plutôt sur cette liste. Mais les Togolais n'ont pas pu déceler ça et dire, bon voilà, compte tenu de cette réalité, nous proposons des reports pour que nous puissions baliser le terrain et nettoyer cette liste électorale avant d'aller aux élections. Mais étant donné que les Togolais n'ont pas pris cette décision eux-mêmes, c'est pourquoi je dis que c'est une honte, parce que c'est quelqu'un d'autre qui vient vous dire, il faut accorder 10 jours pour pouvoir nettoyer une liste électorale. Et 10 jours pour nettoyer une liste électorale, c'est d'abord de la blague, franchement parlant. On va y revenir, Honoré, on va y revenir dans le débat, mais Joël Yetonyi, vous appréciez cette liste, cette proposition de la CEDEAO comme étant une proposition de sagesse. Une démarche de sagesse. Une démarche de sagesse. Est-ce que la CEDEAO ne se réveille pas un peu tardivement sur cette question de nettoyage de liste au Togo? Je ne vous apprends rien, il n'est jamais trop tard pour mieux faire, et c'est ce qui a été fait. Je disais tout à l'heure qu'il y a une poudrière électorale qui couvre, qui pourrait péter à tout moment. C'est fondamentalement ce que Dramani
a essayé de faire, et il a rappelé après que c'est vrai, il a effectué cette démarche, mais il ne l'a pas fait en son nom propre. Il a accordé une interview à BBC par la suite et expliqué que c'est au nom de ses pairs qu'il l'a fait. Et là-dessus, moi, je ne l'incrimine pas. C'est vrai, la classe politique togolaise a échoué il y a très longtemps, constaté avec moi. Ils ont voulu prendre exemple sur le Burkina Faso. Tout ça prend malheureusement un pays où pendant très longtemps, tout le monde a été porté, un pays où les gens n'ont pas su prendre trop tôt du recul, un pays où les gens n'ont pas fondamentalement su apprendre par eux-mêmes et extérioriser ce qu'ils pensent fondamentalement. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Mais là, quand de loin vous constatez que ça pourrait brûler, et si ça brûle cette fois, ça va brûler plus dangereusement que ce à quoi nous avons assisté, c'est là toute la sagesse. Dramani sait très bien que fondamentalement, on ne pourra pas apporter quelque chose de conséquent, mais si on laisse faire et que ça prend feu, ce ne serait pas ce à quoi on a assisté quelques années plus tôt, ce serait plus grave. Et il faut l'éviter. Pour l'éviter, il faut venir voir les différents acteurs. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. Il a écouté les différents acteurs parce que, pour fort, il ne fallait pas lâcher du lest. La classe politique dite de l'opposition elle-même a échoué trop tôt parce que n'a pas compris qu'il faut parler d'une seule et même voix pour espérer gagner quelque chose. Parce que ce n'était pas gagné d'avance. Parce qu'une liste électorale truffée d'erreurs depuis 2013 qu'on n'a pas pu corriger, ce n'est pas maintenant qu'il faut corriger cela. Donc, cette classe politique, même unie, ce n'était pas gagné d'avance face à un certain fort qui a su mettre les jalons, en tout cas qui est très humblement et dignement, en tout cas sur les traces de son papa. Ce n'est pas gagné d'avance pour le mettre dehors, mais dans ces conditions, maintenant, parti en rang dispersé, vous voyez, c'est perdu. Alors, je dis, une fois encore, dans une démarche de sagesse, a compris que là où on va, c'est trop flagrant. Si on continue de se taire, ça risque d'arriver. Quelqu'un devrait prendre le devant. L'Union africaine, dans ces conditions, vous savez qui le porte, l'Union africaine, qui devrait jouer le rôle. On ne pouvait pas espérer grand chose de la part de l'Union africaine. Il l'a fait maintenant. Que tout le monde a dit d'accord pour les 10 jours de prolongation, il faut espérer simplement, je dis, il faut espérer simplement faire quelque chose où unanimement on va dire, il y a un effort qui a été fait en termes d'éplucher la liste et ensuite apprécier. Sinon, le résultat, nous ne voilons pas la face, nous le savons tous d'avance. Et il se trouve qu'il y a eu des opposants qui ont accepté d'aller aux urnes. Ils veulent quoi en allant aux urnes? C'est gagner, le reste c'est du leur, nous le savons. Donc il ne faut pas se tromper maintenant de coupable. Le coupable c'est connu. Tout le monde a accepté le jeu, il faut y aller. Ce n'est pas maintenant qu'il faut dire on ne peut plus partir. Les gens se sont engagés. Vous-même, vous l'avez dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, mais ce n'est pas maintenant qu'il faut interdire d'aller aux urnes et accepter. Il y en a qui ont accepté, ils vont assumer. Honoré, la solution n'a pas pu venir des Togolais, mais quand même du président en exercice de la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO ne joue pas au médecin après la mort? Non, je pense que nous n'avons pas encore assisté donc aux élections. Donc, bien qu'il ait encore temps, on peut toujours agir. Mais ici, en agissant, c'est qu'on a reçu la visite. Les Togolais ont reçu la visite du président ghanéen, mais à la demande de qui? Ça, c'est une interrogation que peut-être on ne se pose pas dans l'analyse. Et quand vous rentrez bien dans les informations recueillies dans les coulisses, c'est à la demande du président Faure. Parce qu'effectivement, Joël disait tantôt, au moins on va essayer de faire quelque chose pour montrer la bonne foi du gouvernement togolais. Le véritable problème se pose à ce niveau. Donc, qu'est-ce que Dramani est venu faire? Discuter avec les acteurs et donner 10 jours. Et après, on dira effectivement le gouvernement togolais a accepté parce que la décision sera prise par le gouvernement togolais. Et c'est le gouvernement togolais qui va dire, OK, j'accepte donc faire un report de tel nombre de jours. Et en ce moment, on dira quoi? Qu'on a montré vraiment la bonne foi du gouvernement qui a accepté donc les propositions de la CEDEAO et qui a demandé qu'on puisse prolonger un peu la date et permettre à la CENI de procéder donc au nettoyage de la liste électorale, ce qui ne se fera pas en 10 jours. Moi, je suis suffisamment clair là-dessus. Donc la priorité actuellement, c'est quoi? C'est de montrer, c'est une opération de charme pour le gouvernement togolais. Ce n'est pas autre chose. C'est du montage. C'est du montage, tout court, pour montrer au peuple togolais qu'au moins le gouvernement a été ouvert. On a amené ici le président ghanéen au Togo pour, bien entendu, échanger avec les acteurs. Et aux yeux de la face du monde, on voit très bien que ça a apporté quand même un peu de souplesse dans l'analyse. Je crois que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de montrer que le gouvernement joue la carte d'apaisement.
Alors, vous insistez là-dessus. Oui. 10 jours pour corriger un tel fichier électoral. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est réaliste? Ce n'est pas réaliste, c'est ce que je vous dis. À la fin du processus, à la fin des 10 jours, on dira que le gouvernement a été ouvert. Point. C'est ce qu'il faut retenir dans cette démarche qui est en cours actuellement. Mais corriger une liste électorale en 10 jours, vous savez ce que c'est? Plus de 2 millions de Togolais qui sont sur une liste et il faut nettoyer, sortir ceux qui sont décédés et qui sont encore là, ceux qui n'existent pas dont on a mis le nom, des enfants qui sont sur la liste, nettoyer tout ça en 10 jours. Encore qu'il y a la société civile qui dénonce 30% d'électeurs fictifs. Effectivement. Donc quand on vous dit 30% d'électeurs fictifs, cela veut dire que c'est un travail de titan. Et est-ce qu'on peut le faire en 10 jours? La réponse est non. Le report de 10 jours, ce n'est pas raisonnable. Si on veut faire de report, je pense que ça devait être en termes de mois pour ramener tous les acteurs autour de la réalisation de la liste électorale et nettoyer totalement. Parce que si vous avez déjà une liste électorale pourrie, mais vous aurez quel résultat? Le chaos proprement qui sera fait par force au pouvoir aujourd'hui dans ce pays. Donc moi je pense que 10 août, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas réaliste. C'est une opération de charme pour le gouvernement et c'est ce que moi je dénonce. Alors Joël Etondi, est-ce que c'est un délai raisonnable? Parce qu'une liste électorale, pour pouvoir la corriger, il faut déjà faire des audits pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. En 10 jours, qu'est-ce qui peut se faire? Non, rien. Rien ne peut se faire. On a aidé à calmer les ardeurs, c'est tout. Maintenant, quand on dit surtout que la classe politique réunie a accepté finalement les 10 jours, c'est là tout le problème. C'est en cela que je me demande sur à quoi joue vraiment l'opposition. Est-ce que les gens ne se sont pas entendus pour saper le moral simplement au peuple togolais? Il faut s'interroger. Si c'est qu'on veut une élection libre et transparente, surtout transparente, non, qu'on prenne le temps pour bien faire les choses. Pour ne pas demain inviter une fois encore ce peuple qui a tant souffert dans sa peau, qui n'a véritablement connu qu'un seul chef. C'est un clan qui dirige le Togo. Alors ce peuple qui n'a connu que ça, qui est assoiffé de changement, si c'est qu'on veut le lui offrir, qu'on se donne le temps de faire les choses comme cela se doit. On peut, si on se rend compte que le travail à faire demandera plus de temps qu'il faut et qu'il faut aller même à l'année prochaine, mais que veut le peuple? La paix, ça vaut un pesant d'or et vous le savez. Il ne faut pas faire vivre à ce peuple ce qu'il a vécu quelques années plus tôt. Donc il faut se donner le temps. S'il faut 3 mois, 4 mois, 5 mois, il faut. Mais je dis, je constate avec moi, et vous devez être d'accord, que pour l'instant, ceux-là qui ont accepté, ceux-là qui se réclament de l'opposition, qui ont accepté aller aux urnes, ne se sont pas opposés aux 10 jours de délai. Alors on veut quoi finalement? Ce qu'il faut simplement leur demander, s'ils y vont, qu'ils ne viennent pas demander au peuple togolais de descendre dans la rue. Parce que c'est consommé, on reviendra. Parce que vous entendez déjà voir les opposants appeler le peuple. Oui, ils vont demander qui a cafouillé, comme d'habitude. On va les mater. Le peuple togolais n'a plus besoin de ça. Nous allons évoluer. Ce débat va se poursuivre dans la 3e partie de votre émission. En attendant, restez avec nous dans quelques instants. La 2e partie de Sika Infomag, exclusivement consacrée à l'actualité économique. C'est l'heure du journal de l'économie sur Sika TV. Vous êtes les bienvenus, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. La Côte d'Ivoire ne veut plus se contenter de cultiver du cacao. Elle entend s'imposer dans la production industrielle de chocolat. La cherté de la vie fait grincer des dents au Cameroun. Le constat de notre correspondant à Douala dans un instant. Enfin, les travaux d'élargissement du canal de Panama sont en bonne voie d'achèvement. Le joyau sera inauguré en avril 2016. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, se lance de nouveaux défis. Le pays entend s'imposer dans d'autres secteurs plus lucratifs de cette industrie, notamment la production industrielle de chocolat. Abidjan est d'ailleurs en passe de devenir le numéro 1 de la transformation de fèves. Selon des estimations de l'Organisation internationale du cacao et du café, eh bien, la Côte d'Ivoire est en train de devenir le premier broyeur
broyeur mondial de fèves de cacao. Notons que l'or brun y représente 22% du PIB, plus de 50% des recettes d'exportation et surtout les 2/3 des emplois et des revenus de la population selon les chiffres de la Banque mondiale. Au Cameroun, des voix s'élèvent pour dénoncer la cherté de la vie. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? C'est la question que notre correspondant sur place a posée au client qu'il a rencontré. Il s'appelle Narcisse Oum et voici le constat qu'il a fait. Malgré la hausse des salaires de 0,5%, les ménages camerounais vivent au rythme de variation des prix sur le marché. Les prix des boissons non alcoolisées et alcoolisées ont grimpé de 4,0% depuis ce début d'année. Les liqueurs ont pratiquement pris une colline qu'on ne comprend pas. Les clients se plaignent, les ventes ont baissé. Ce qui concerne également les bières, la Heineken qui passe pratiquement de 16 000 à 19 200, hein, la palette de 24,50 centimes. Poissons, viande, prix ne sont pas en reste dans plusieurs marchés de la ville de Douala. C'est toujours au même prix et puis ça augmente comme l'essence aussi augmente chaque année. Une situation qui ne laisse pas la Ligue camerounaise des consommateurs indifférente. Les Camerounais ne sont plus prêts à continuer à vivre dans cette vie chère-là. Donc ils sont déterminés en cette année 2015 à se battre pour empêcher que le gouvernement ne continue à les estorquer. Malgré la campagne de la lutte contre la vie chère lancée par le gouvernement depuis 2008 pour régulariser les prix des produits sur le marché, quelques commerçants véreux continuent de faire de la surenchère. Une augmentation pratique de 500 francs, tout d'un coup, je pense que c'est énorme, monsieur. C'est énorme et le gouvernement doit revoir cette affaire. Ça ne tourne pas bien et avec le coût de vie qui est difficile, là, avec cette allure, on ne peut pas du tout s'en sortir. Selon l'Institut national de la statistique, les produits alimentaires et alcoolisés ont cru de 1,0% en 2014 contre 3,6% en 2013. En attendant que les prix soient harmonisés, c'est le panel de la ménagère qui en souffre. Faisons maintenant le tour d'horizon de l'actualité économique sur le continent africain. Nous irons respectivement au Burundi, en Guinée-Bissau, au Nigeria et en Égypte. Le Fonds monétaire international vient d'accorder au Burundi 6,9 millions de dollars. Ce nouveau versement porte le montant total des décaissements au titre de l'accord de facilité élargie de crédit à 41,6 millions de dollars. Le FMI a également annoncé la prolongation de l'accord de facilité élargie de crédit en cours jusqu'à fin mars 2016 et l'augmentation de 13,9 millions de dollars des ressources mises à disposition au titre de cet accord. L'Union européenne s'engage à accorder une aide supplémentaire de 160 millions d'euros à la Guinée-Bissau en vue de consolider la démocratie et de doper la reprise économique dans le pays. La nouvelle aide s'ajoute à une enveloppe de 127 millions d'euros qui sera accordée à la Guinée-Bissau d'ici 2020 dans le cadre du Fonds européen de développement. La Banque centrale du Nigeria donne 3 mois à plusieurs banques dont l'importance est effective au sein de son système financier pour présenter un plan de recapitalisation clair. Le nom des banques concernées n'a pas été dévoilé, mais on se souvient que certaines banques ont rapidement levé des fonds sur le marché international en 2014, notamment Diamond Bank, Zenith Bank, Access Bank ou encore Unity Bank. Pour sa part, United Bank of Africa, qui est aussi en sérieuse difficulté, a commencé son processus visant à lever ses fonds propres. Quant à EcoBank, elle a pris l'option de faire entrer 2 partenaires stratégiques dans son capital. La banque égyptienne Arab Investment Bank et la Société islamique pour le développement du secteur privé annoncent le lancement d'une société commune de crédit bail islamique. Cette nouvelle société devrait être opérationnelle durant le 3e trimestre 2015. La société, qui sera dotée d'un capital de 20 millions de dollars, fournira des financements conformes à la charia, essentiellement aux petites et moyennes entreprises.
Arab Investment Bank offre déjà des produits bancaires islamiques dans 2 de ses 18 succursales en Égypte. En avril 2016, le canal de Panama élargi sera mis en service. C'est en tout cas ce qu'espère le responsable de l'administration de ce canal. Encore faudrait-il que le consortium chargé des travaux tienne ses délais. L'exploitation commerciale du canal de Panama rénové pourrait commencer en avril 2016. Selon le président du consortium en charge des gros travaux d'élargissement du canal, les 16 nouvelles écluses seront installées d'ici début mai. Après la pose des systèmes d'ouverture électromagnétique, les tests finaux commenceront au mois de juin 2015 pour s'achever en janvier 2016. Initialement prévu pour être inauguré en 2014 à l'occasion des 100 ans de la voie, le canal de Panama, long de 80 km, fait depuis 2007 l'objet de travaux d'élargissement pharaoniques destinés à lui permettre d'accueillir des navires transportant jusqu'à 14 000 conteneurs, le triple de la capacité actuelle. D'abord estimé à 5,25 milliards de dollars, les travaux accumulent retard et surcoûts. Toutes choses qui ont amené le consortium en charge des travaux et l'administrateur du canal à saisir les tribunaux pour trancher le litige les opposant sur les surcoûts du chantier. Surcoût estimé à 2,39 milliards de dollars. Rendons-nous maintenant à Cotonou, au Bénin, pour consulter la une du quotidien L'Économiste. Le journal nous informe aujourd'hui que la fermeture des frontières nigérianes dans le cadre de l'élection présidentielle a des répercussions sur les activités économiques au Bénin. Qu'est-ce qui explique cette situation? C'est ce que nous allons découvrir juste après cette petite transition. Et c'est avec mon confrère Casimir Pédior qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Inès. Ravi de vous retrouver ce matin. Alors, comment le Bénin ressent-il cette décision du Nigeria de fermer ses frontières dans le cadre de l'élection présidentielle? Il faut dire que l'État béninois approuve parfaitement cette décision politique qui vise à protéger le scrutin qui aura lieu demain dans ce pays-là. Et donc, les bons voisinages, les relations de bon voisinage qu'il y a entre le Bénin et le Nigeria font aujourd'hui que l'État béninois a pris les dispositions nécessaires pour pouvoir permettre la bonne application de cette décision prise, il faut le dire, le mardi dernier par le président Goodluck Jonathan, qui est encore en exercice, bien évidemment, il faut le préciser. Alors, quelles peuvent être les conséquences collatérales de cette décision sur la vie économique au Bénin? Alors, c'est là, la barre blesse un tout petit peu parce que le Bénin dépend environ à 65%, l'économie béninoise dépend à 65% du trafic entre le Nigeria et les pays voisins. Alors, le Nigeria étant un pays économiquement prospère, profite énormément à ce pays-là. Et à la fermeture, depuis le mercredi dernier de ces frontières-là, on a constaté une cessation d'activité économique au niveau des villes comme Semekrake, comme Igolo, comme Sakété et consorts. Au niveau de la frontière, en fait. Au niveau de la frontière, parce qu'il faut préciser, le Bénin partage environ 700 km de frontière avec le Nigeria. Alors, les activités comme les activités de contrebande, comme l'importation des produits pétroliers, notamment l'essence, a connu une cessation, ce qui a fait que déjà, dans certaines villes comme Cotonou, on a remarqué une certaine hausse des prix. L'essence est passée de 325 francs le mardi. Déjà le mercredi, l'essence est passée à 500, autour de 500, 450. Et ça va sûrement augmenter encore tant que les frontières seront fermées. Bien évidemment. Il faut dire que cette décision sera appliquée durant 72 heures. Mais ces 72 heures-là, le Bénin va ressentir cela comme un poids sur son économie parce que le Nigeria, comme je le disais tantôt, fournit beaucoup en termes économiques. Au-delà des produits pétroliers, il faut aussi dire que c'est des produits agroalimentaires tels que la réexportation des viandes
la réexportation aussi des œufs, la réexportation des huiles végétaux, c'est aussi l'exportation des céréales, des produits de l'agriculture béninoise. Et donc, c'est tout ça là qui aujourd'hui est en cessation d'activité. Et aussi au niveau du cordon douanier, eh bien, on enregistre plus grand recette parce que lorsque le producteur, lorsque le commerçant n'arrive plus à envoyer ses produits vers le Nigeria, c'est forcément la douane qui est pénalisée. Et donc, l'État, par ricochet, va sentir cela. Et il faut le dire, nous l'avons dit il y a 3 jours sur ce plateau, que le mois de mars serait un peu compliqué pour les recettes. Et voilà déjà des indicateurs qui annoncent déjà que le mois de mars ne sera pas... qui va se compliquer davantage. En plus de tout ce que nous avons cité la dernière fois, comme la crise dans les BTP, notamment le sable, et bien voilà une décision politique qui est la bienvenue, mais qui aura des répercussions économiques sur la vie du Bénin. Et il faut le dire, hein, c'est une certaine nonchalance qu'on a remarquée au niveau du tissu économique national, surtout au niveau de l'État, où on n'anticipe pas sur ces genres de décisions qui pouvaient entacher la vie économique du pays. Et donc voilà, on est en face de la réalité et le mois de mars, forcément, ne pourra pas tenir la promesse des fleurs. Parce que, bon, nous attendons les économistes venir peut-être en début d'avril nous dire ce qu'il en est réellement. Mais d'ores et déjà, il y a des... Le constat sur le terrain est remarquable. Alors, on est en droit de se demander si le Bénin pourrait un jour alors se libérer des conséquences des décisions politiques du Nigeria. C'est un peu difficile de répondre à cette question, en ce sens que, je l'ai dit, 65%, le Bénin dépend du Nigeria. Alors, la vie économique du Bénin, et puisque nous sommes dans un système sous-régional où aujourd'hui c'est l'économie sous-régionale qui prédomine dans les relations, il serait un peu difficile pour le Bénin de pouvoir se démarquer complètement de la vie de ces genres de décisions au niveau du Nigeria. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra que nos gouvernants sachent anticiper sur ces genres de décisions, qu'ils soient prévoyants, qu'ils voient un peu qu'est-ce qui peut se passer pour que les populations ne puissent pas en souffrir. Donc, on assistera beaucoup plus à des corrections qu'à se libérer complètement de l'économie nigériane. C'est pas possible. On verra bien. Merci beaucoup, Casimir Pédia, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou, au Bénin. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal de l'économie qui se referme. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Retour dans le débat du jour consacré au probable report de l'élection présidentielle au Togo. 10 jours qui, dit-on, doit permettre de retoucher un fichier électoral contesté par l'opposition et la société civile. Mais 10 jours, est-ce que c'est un délai raisonnable pour aboutir à un fichier électoral exempt de tout reproche? Les conditions sont-elles remplies pour aller vers une élection transparente et apaisée au Togo? Est-ce que nous nous dirigeons vers une mascarade d'élections comme le prétendent d'autres? Nous allons retrouver nos 2 débatteurs, mais ce sera tout juste après le flash d'information. La campagne électorale s'est achevée jeudi soir au Nigeria à moins de 48 heures d'une présidentielle annoncée comme serrée entre le président sortant Goodluck Jonathan et son principal rival Muhammadu Buhari, donné au coude à coude par des observateurs. Les armées du Tchad et du Niger poursuivent leurs offensives contre Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Elles ont repris la ville de Gachagar, un succès rendu possible par des bombardements aériens et terrestres menés ces derniers jours par les armées tchadiennes et nigériennes. Le dialogue entre représentants des parlements rivaux libyens organisé au Maroc va marquer une nouvelle pause, chaque partie devant effectuer des consultations sur les dernières propositions de l'ONU. Des participants des 2 parties ont toutefois fait état d'avancées dans les discussions. Pour la suite du débat, j'ai toujours sur ce plateau Benjamin Honoré Naoum, rédacteur en chef de Radio Soleil FM, et Joël Yetondi, journaliste à Sika TV. Joël Yetondi, 10 jours selon vous, ce n'est pas suffisant pour éplucher la liste électorale au Togo, mais par quel procédé pensez-vous que les Togolais doivent passer pour atterrir à une liste vraiment fiable? Oui,
Je pense qu'il faut simplement saisir la pêche tendue par le président de la CEDEAO. Il faut rebondir là-dessus. La classe politique de l'opposition, en l'occurrence, doit pouvoir faire bloc ensemble, parler d'une seule et même voix, profiter de cette occasion pour rien que la paix dans ce pays et rien que pour le développement de ce pays, s'entendre pour prolonger, après vraiment, vous l'avez dit, un audit digne du nom qui arrivera à faire l'état des lieux. Et sur la base de l'état des lieux, qu'est-ce que ça coûte aux uns aux autres de s'arrêter, faire le point pour vraiment rebondir de fort belle manière. Je pense que c'est ce qu'il va falloir faire. Se retrouver, s'asseoir, faire l'état des lieux, apprécier l'existant et en somme décider d'une nouvelle date. S'il faut, comme je l'ai dit au départ, opter pour 6 jours encore de report. Je dis 6 jours, je vais parler de 6 mois de report. Si possible, aller aux élections l'année prochaine. Si le consensus en ressortira, il faut le faire simplement. Rien que pour la paix, il faut le faire. Et je pense que Faure va pouvoir l'accepter. 6 mois de report, on aurait violé la constitution togolaise. Écoutez, vous l'avez dit, on aurait violé la constitution togolaise. Je pense, comme je l'ai dit tantôt, il y a une petite brèche qui est ouverte à travers cet appel du président en exercice de la CEDEAO. Je pense qu'il faut en profiter. C'est l'occasion. Les gens parlaient hier de réformes auxquelles on n'a pas pu accéder. Tout est jouable, il s'agit des Togolais. Comme on dit, quand il y a problème, finalement, après avoir tué les gens, on se retrouve toujours autour d'une table de négociation. Aujourd'hui, qu'ils ont l'occasion de le faire, qu'ils y aillent très rapidement. Se voir, si c'est du consensus que ça sort, qu'il va falloir revoir ce qu'il faut revoir, ce que les gens demandaient depuis fort longtemps, qui n'ont pas pu avoir, je veux parler de ces réformes, qu'il faut le faire très rapidement, profiter de la correction de ce fichier, y arriver. Il faut le faire, c'est possible. Mais ne pas le faire, ce sera là le grand péché qu'on aurait commis. Et si on le fait, je dis une fois encore, le Togo risque de voler en éclats et ce serait très grave, plus grave que ce à quoi on a assisté. C'est ce que je vois. Honoré, est-ce qu'il est mieux que les Togolais se donnent du temps en repoussant ces élections pour se donner beaucoup plus de chances d'avoir une liste fiable? Je crois que la finalité, ce que nous recherchons tous pour le Togo, c'est la calmie, la paix et la stabilité. Je pense que c'est la finalité. Il n'y a pas autre chose à chercher. Et vous savez très bien, quand vous prenez le cas du Bénin, par exemple, on dit que le consensus a valeur constitutionnelle. Cela veut dire que ce sont les Togolais qui décident de l'avenir qu'on veut accorder donc à ce pays. Normalement, quand vous observez donc une visite pareille, un président de la CEDEAO qui descend et qui écoute les acteurs et dit qu'il est important d'accorder 10 jours encore à la Commission nationale indépendante pour essayer en tant soit peu de corriger les choses, ce que le gouvernement devrait faire, à mon humble avis, c'est d'appeler tous les acteurs, que ce soit les acteurs de l'opposition, les candidats qui sont représentés donc pour cette élection. On appelle ceux qui s'occupent du traitement du fichier électoral pour exposer les réalités. Après cet échange, on peut maintenant décider du report parce que nous, de ce studio, on ne peut pas savoir le niveau de pourriture par rapport à cette liste électorale. C'est ceux qui sont à la tâche, les experts qu'on a envoyés sur le terrain pour voir effectivement ce qui se passe. Ce sont eux qui peuvent dire, effectivement, nous sommes à un niveau où il nous faut tel nombre de jours, tel nombre de semaines, tel nombre de mois pour nettoyer. De ce studio, on ne pourra pas inventer. Mais ce qui est sûr, c'est que ce fichier est tout simplement pourri et il faut nettoyer. Le degré de pourriture doit être connu et on fixe le délai par rapport à ça. Vous parlez tantôt de la violation de la Constitution. Ce sont les Togolais qui ont donné une Constitution. Parce que ce que nous avons aujourd'hui comme mécanisme pour aller aux élections, c'est pour choisir fort. Tout simplement pour continuer à diriger le peuple togolais. Donc selon vous, c'est une mascarade d'élection qui est organisée. Mais c'est clair, ce qui va être organisé, c'est ça, ce n'est pas autre chose. C'est pour choisir un homme. Vous avez 5 candidats en liste. Et c'est encore bien propre en ce moment. Parce que c'est quand vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de candidats, c'est difficile donc de frauder parce que ces candidats ont leur fief, ils ont leurs yeux un peu partout. Il y a 5 candidats seulement en liste. Cela veut dire quoi? Nous sommes encore dans un système où c'est à un tour. C'est celui qui a plus de voix qui remporte l'élection. Donc tout est tracé. C'est un boulevard pour Faure Gnassingbé, tout simplement. Et maintenant, on parle de liste électorale. Il faut du temps. Et ça doit être audité pour savoir combien de temps
on doit consacrer au nettoyage de la liste électorale. Ce n'est pas parce qu'un président ghanéen, un président de la CEDEAO descend et dit donner 10 jours, qu'on s'aligne sur les 10 jours. 10 jours pour faire quoi? C'est la grande interrogation aujourd'hui. Si c'est pour nettoyer un fichier électoral, je préfère qu'on rende ces 10 jours et que le 15 avril, qu'on aille aux élections, tout simplement au Togo. Non, mais pour un Faure Gnassingbé qui ne voulait pas nettoyer la liste électorale et qu'on lui propose 10 jours qu'il semble vouloir accepter, est-ce que vous pensez que tous ces délais que vous venez de donner, le président togolais pourra s'aligner là-dessus? Parce que nous le savons, sur le continent africain, oui, le nettoyage des listes électorales, vous savez ce que c'est? Oui, ça pose problème. Ça pose problème, mais nous le savons. Et qu'est-ce qu'on remarque souvent? C'est à la veille des élections qu'on commence par parler de nettoyage de la liste électorale. Et ça, c'est toute la classe politique qui est tout simplement accusée dans un débat pareil. Parce qu'on sait que depuis 5 ans, on doit organiser une élection pour changer le président de la République. Ou bien le maintenir si il respecte encore les prescriptions mentionnées dans la Constitution. Mais on ne le fait pas. Et on attend. C'est peut-être à la dernière année qu'on sente le besoin maintenant de voir, mais en fait, on va aux élections dans 1 an, il nous faut nettoyer notre fichier électoral. Et on commence, difficile de choisir les représentants, difficile de trouver le consensus pour voir dans quel cadre il faut situer donc tout ce travail. Je pense que tout ce que nous faisons en Afrique, ça pose vraiment problème. Et il est temps de réveiller la conscience. Parce qu'on ne peut pas continuer à gérer comme ça une liste électorale. C'est d'abord l'élément numéro 1 pour permettre une bonne élection. Si déjà il y a des points de discorde autour de cette liste, on ne peut rien observer de bon à la fin. Et j'espère bien qu'on n'aura pas des protestations au lendemain des élections. Et tout ce qui se fait aujourd'hui nous montre clairement qu'on aura un lendemain d'élections perturbées au Togo. Donc il vaut mieux préserver la paix maintenant en nettoyant correctement cette liste et que tout au moins que cela soit accepté. Vous prenez le cas du Bénin par exemple, où on a suppité autour de la liste électorale. Mais aujourd'hui, on a un fichier électoral. Est-ce que vous avez encore entendu une voix se lever dans la République pour dire, voilà, cette liste-là, nous ne l'acceptons pas, nous refusons? Est-ce que vous avez entendu de protestations dans les rues? Non. C'est déjà un pas, même s'il y a encore quelques coquilles à régler, au moins de façon, comment dirais-je, unanime, les gens acceptent ce qui est proposé, qui va servir donc à l'élection prochaine. Donc c'est comme ça qu'on cherche à préserver la paix dans une société. Ce que nous avons au Togo ne rassure pas. Alors, journaliste, on dit, mais pourquoi faut-il que la correction des listes électorales dans les pays africains pose problème chaque fois qu'il y a une élection à organiser? Le cas ne se pose pas seulement au Togo, on a connu le cas du Bénin, le problème s'est posé en République démocratique du Congo. Pourquoi faut-il que la correction des listes électorales pose autant de problèmes? Oui, ça renvoie à un autre problème ou une autre problématique, celle du désir ardent des chefs d'État de rester le plus longtemps possible au pouvoir. Et ceci au nom de l'impunité. Parce qu'on a fait en sorte que qui est au pouvoir soit vraiment le plus fort. Qui est au pouvoir ait toutes les institutions à ses bottes. Quand c'est comme ça, comprenez un peu le comportement de ces dirigeants. Donc il est question de se battre sur le continent désormais, et ça a commencé, de se battre pour que vraiment les tests soient respectés et surtout que le règne de l'impunité soit à jamais banni. Si on n'arrive pas à le faire, si on a des chefs qui savent que, une fois descendus, s'ils n'ont pas pu rendre compte comme cela se doit, ils peuvent être poursuivis, les gens vont se ranger. Ils finissent leur mandat, ils ont à se consacrer à autre chose, sinon qu'ils vont se retrouver devant la justice et que la justice va sceller leur sort. Je pense que les gens vont bien se comporter. Mais ici et maintenant, on constate que les tests permettent à ce que qui est au pouvoir soit comme un intouchable, qui est au pouvoir peut tout se permettre, qui est au pouvoir n'a vraiment de compte à rendre à personne, tout le monde a à lui rendre compte. Même ce qui est blanc, lui, peut le faire passer pour noir, sans être inquiété. Quand c'est comme ça, comprenez qu'on s'accroche et le plus longtemps possible jusqu'à ce que le peuple finisse par se lasser, finisse par se réveiller, finisse par faire comprendre que c'est lui qui décide, comme ce qui est arrivé au Burkina Faso. Donc c'est un peu la situation que malheureusement l'Afrique vit, mais heureusement qu'il y a de plus en plus cette génération
qui commence par donner de la voix, qui commence par montrer la voie empruntée, et qu'elle ne continuera pas à accepter la soumission. Alors, ce que je pense souvent, c'est que l'opposition, en grande majorité en Afrique en général, se trompe souvent de combat parce qu'ils semblent donner beaucoup plus de priorité à la révision de la Constitution, ne pas toucher aux constitutions, que la transparence des élections. Ils perdent tellement du temps sur les révisions de la Constitution, alors que si il y avait des conditions qui sont réunies pour que des élections soient bien organisées, on ne devait pas avoir peur qu'il y ait révision de la Constitution normalement. Est-ce que je ne connais pas votre avis sur la question? Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que si les conditions pour aller aux élections sont suffisamment claires, l'alternance se fera de façon systématique. Si le peuple béninois, et je dis le peuple béninois, je suis béninois, d'accord, nous sommes au Togo, on parle du Togo. Si le peuple togolais, par exemple, avait un mécanisme, un outil fiable, c'est qu'on saura réellement à la fin du processus si fort est populaire ou non. Et en ce moment, on dira, c'est le peuple togolais qui a choisi fort pour continuer à diriger le Togo, ou le peuple togolais a choisi un autre, Jean-Pierre Fabre, ou bien un autre candidat pour gouverner le Togo. Mais ici, les bases ne sont pas claires, et c'est ce qu'il faut déplorer. Alors merci Honoré, merci à vous, merci Joël Yetondi d'avoir participé. Le temps est tellement court, nous avons une contrainte de temps, il va falloir partir. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, merci de nous avoir suivis. Avant de partir, suivez ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique en 3 quarts d'heure. Nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Au vrai sens du terme, on ne comprend pas. On ne comprend pas. S'il vous plaît, l'exemple, vous me direz que c'est très loin. Beaucoup de barons du PDCI sont bien ancrés dans le système dirigé aujourd'hui par Alassane Ouattara. Puisque au début, il avait annoncé qu'il ne voulait pas de Didier Drogba. Finalement, il est retourné à Londres demander à Didier Drogba de rallier les éléphants. Et ce sont des choses que vous recommandez aux téléspectateurs. Tout à fait. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Voilà, ce sera tout pour Sika Infomag de ce jour. Merci de nous avoir suivis.